Bienvenue à tous sur Wish Me Luck, la première série où on va parler des coulisses de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on a vécu, que ce soit sur la partie B2C, B2B, tous les trucs qu'on a foirés et aussi toutes nos leçons. Et c'est ça. Alors, t'es qui? Moi, c'est Guillaume, CEO et cofondateur de Lemlist, un projet qui aide les entreprises à trouver leurs futurs clients. En 3 ans, on est passé de 0 à 6 millions d'euros de revenus récurrents annuels, plus de 10 000 clients essentiellement basés aux États-Unis. Et vous, vous êtes qui les gars? Toi, t'es qui? Alors, moi, c'est Bakang, fondateur d'une boîte qui s'appelait Dear Musli et aujourd'hui cofondateur du coup d'un podcast qui s'appelle Lucky Day. On parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut régler et on vous aide en fait avec tous les outils qu'on a à monter votre boîte et de le faire de façon à peu près convenable. Je suis le frère de Bakang, fondateur de Lucky Day, du podcast, et on aimerait bien vous aider le plus possible à créer votre boîte et à ne pas la foirer comme beaucoup l'ont fait, dont nous. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler des temps durs en tant que start-upper. Exactement. Ça se fera en 2 étapes. On aura une première étape sur le lancement et les galères qu'on peut rencontrer quand on se lance. Et ensuite, les galères qu'on rencontre quand on devient plus gros. En gros, c'est tout le temps des galères. Tout le temps des galères, de A à Z. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des galères, mais on apprend constamment. Et c'est ce qui fait que si on n'est pas trop con, on ne fait pas les mêmes erreurs 2 fois. Première question pour vous les gars, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous vous êtes payé au départ, sachant que vous aviez levé des fonds assez rapidement? Est-ce que vous payez ou c'était la galère au début? Oh là là, oh là là, oh là là. Hey, calmate. Alors, ça va être très simple. Je réponds, après je te laisserai répondre. Ouais, vas-y. Nous, on a créé Dear Musli du coup avec 700 balles. Donc c'était notre rapport parce qu'on travaillait à temps partiel. On avait quitté notre job. Je travaillais chez Havas et tout. Ouais. Et après, je suis allé chez Levi's. Et lui, il était chez Abercrombie & Fitch avec Sylvain. Les modèles quoi. Temps partiel parce que si tu veux pouvoir monter ta boîte en même temps, tu ne veux pas faire un full-time job. Tu vois. Et du coup, on avait un salaire misérable, quoi. C'était 700 balles et tout. Et en gros, ce qu'on a fait, on a mis ça comme apport, on a grind, mais de ouf. Et à un moment, on s'est dit, après avoir travaillé pendant un an et demi, on s'est dit, à partir du moment où on crée la boîte Dear Musli légalement, on s'est dit, là, on a 2 ans pour se payer. Ok. Et du coup, il fallait soit qu'on fasse masse de thunes, soit qu'on lève de l'argent. Ok. Et du coup, on a fait de la thune, mais pas assez pour se payer, et on a levé de l'argent. Et du coup, on a réussi à lever de l'argent, je crois, 1 mois après qu'on soit à sec tous les 3. D'accord, ok. Ouais, donc en résumé, C'est ça. clairement, on n'a pas pu se payer quand on a commencé. On ne s'est pas payé du tout. Merci le chômage. Le chôme dû. Grave. Et franchement, en France, on ne se rend pas compte, mais en France, on a une de ces chances. Je te coupe juste une seconde. Mais moi, j'ai travaillé chez Levi's exprès pendant 2 ans en temps partiel pour pouvoir me barrer et avoir 2 ans de chômage, pour pouvoir me dire, voilà, j'ai 2 ans, et si après ces 2 ans-là, on n'a pas de quoi se payer, et ben on arrête, on voit ce qu'on fait. Mais en tout cas, on avait 2 ans pour make it happen, tu vois. Ouais, Grave. Et vraiment, en fait, l'idée aussi, je pense que ce qui était intéressant dans ce que Dicom disait, c'est que, et avec le recul, on a appris, c'est trop 2 ans, mais on a dû se mettre une target de moment où on allait se payer. Ouais. Et en réalité, cette target, elle doit être beaucoup plus courte. Tu vois, se dire bien que sûr. tu dois te payer dans 2 ans, c'était dans un monde où justement tu pensais que tu pouvais tout gérer avec une levée de fonds, tu vois. Ouais. Alors qu'en réalité, pas du tout. Il faut te mettre des targets à 6 mois, voire 1 an, tu vois, pour être réaliste quand même, 1 an, pour pouvoir se payer. Mais ça doit être un objectif, genre vraiment important. Ah, j'avoue. C'est l'un des plus importants, je pense. Ah non, j'avoue. Mais franchement, je trouve ça courageux d'avoir fait le job à temps partiel en même temps, parce que je pense que en fait, ça te pousse à décaler trop longtemps, vu que tu as un mini confort et qu'en même temps, tu fais un peu les deux. Moi, j'avoue que j'avais tout arrêté, et en fait, à l'époque, j'avais pas assez taffé longtemps pour pouvoir prendre le chômage, donc j'étais au RSA. C'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer. Donc moi j'avais que 500 balles, tu vois, de RSA. Et en gros, le fait de vivre à 2 dans 25 mètres carrés où on se tapait dessus souvent, c'était ça te motive de ouf pour essayer de te payer un salaire. Et donc Vianney et François, mes 2 associés à l'époque, c'était pareil, ils étaient un peu en galère et tout. Donc nous on s'était donné 1 an. Mais après, on était full focus sur Lemlist. Et 1 an plus tard, on a réussi à commencer à prendre un peu de thunes. Et après, petit à petit, on a réussi un peu à se payer. Mais pendant cette année, franchement, c'était le plus dur. Je sais pas, est-ce que vous avez… le truc que je trouvais très dur, tu sais, c'était un peu moi, avec la famille et les amis,
à chaque fois que je les voyais, parce que c'était pas ma première boîte. En fait, juste avant, j'avais créé une agence où j'avais revendu les parts, mais j'avais pas fait beaucoup d'argent non plus. Ouais. Okay. Et en fait, j'avais juste un petit peu, tu vois, d'économie, peut-être quelques milliers d'euros pour me lancer. Et on avait mis la boîte, c'est marrant, vous disiez 700, nous on a mis genre à 3, on a mis 1000 balles, 333 chacun. Et en gros, ce qui était dur, c'était vraiment les côtés famille et amis. Et à chaque fois que je les voyais, en fait, il y avait 2 trucs qui étaient difficiles. C'était tu vois, ma famille qui me demande tout le temps, alors t'arrives à te payer, pareil pour les potes. Et le 2, c'était avec les potes, tu vois, genre, ils font des restos ou des trucs comme ça. Et t'es obligé de dire à chaque fois, genre, ah non, j'ai déjà un dîner de prévu. Et trop de taf. Ouais, c'est ça, où j'arriverai après, tu vois. Et toi, t'arrives toujours pour le dessert, où t'as pas soif en soirée, tu bois une bière. Non, ça va, ouais, non, t'inquiète. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Nous, on sortait même plus. Enfin, nous c'était... tu sais, nous, il y a un film, il y a une série qu'on a kiffé, ça s'appelle How to Make It in America. Ok, ouais. Et en fait, c'est la série qui te pousse à entreprendre, mais à couper sur tout ce qui est superflu. Et en fait, à être un peu un hacker des soirées, etc. Et donc, on s'est dit, non, nous, le focus, c'est le business. Donc, peut-être qu'on n'était pas forcément assez efficace aussi, mais comme on est dans on était dans un business de produits physiques, et ben, quand tu vends un produit physique, un produit alimentaire, tu es obligé d'être sur le terrain. En gros, la différence avec si tu crées une app ou un logiciel, etc., c'est que si il y a 3 commandes ou 10 commandes aujourd'hui, si demain, c'est pas toi qui le fais, personne ne va le faire. Donc la commande, elle va rester, le produit va rester chez toi. Donc on sera obligé de bosser et de se lever. Donc en gros, ça nous arrangeait en même temps de se dire, bah oui, on peut pas aller en soirée parce que de toute façon, on est en train de faire notre truc. Mais il y a un truc qu'on faisait, c'est qu'on faisait plein d'événements. Ok. Et les événements à la Wanderlust et tout, donc ça va quand même. C'est qu'on y était à l'endroit, tu vois ce que je veux dire, mais on était là pour taffer. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on avait un bon network. Et du coup, quand tu travailles dans la bouffe, tu connais tous les restaurateurs, tu peux manger facilement à droite à gauche, et ça nous aidait bien. Et je pense qu'il y avait aussi cette relation, les restaurateurs savent que tu commences, ils sont en mode, c'est quoi, mais viens. Ouais, ça me fait plaisir. D'accord, ok. Ça, c'est sympa. C'est cool qu'il y avait, donc, le seul truc, moi, là où je te rejoins vraiment sur les amis et tout, c'est quand tu crées ta boîte, les gens, quand ils connaissent pas, ils te voient un peu comme, surtout si tu as un petit peu de presse, tu vois. Tu passes dans le L. Vous avez fait pas mal de PR. On a eu grave de la presse, tu vois. Et donc, les gens, quand tu passes dans L, ils se disent que t'es millionnaire. Ils disent, ça y est, mec. You made it, tu vois. Et en fait, non, c'est juste un papier. On a saoulé une meuf ou alors elle a besoin de faire un papier. Pour qu'elle écrive sur nous. C'est ça, elle écrit sur nous. Et du coup, les gens, ils disent, ah, ce serait bien que tu viennes à cet endroit-là, etc. Et ce qui était compliqué, c'était de se dire, au lieu d'aller à la fameuse soirée, qui va rien t'apporter en vrai, sois en train de bosser sur ton projet. Ouais, ça c'est clair. Parce ça, qu'en c'est fait, pas facile. Rester focus. Ça fait partie des moments où on ne se rendait pas forcément compte de ça, parce qu'on y allait souvent au début, après on se disait, mais c'est n'importe quoi de faire ça. Je suis en train de perdre mon temps à une soirée pour plaire aux gens, mais en fait, je m'en fous. C'est surtout le rattrapage, en fait, quand tu devais rattraper le temps perdu en mode, attends, mais en fait, on a tout ça de retard. On a 60 paquets à faire, on est chez moi et tout, machin. Mec, surtout que vous aviez genre le stock à gérer, tout ça. Ça, j'avoue que c'est tellement l'avantage du software. Mais grave. Moi, je me dis, ça c'est cool, tu vois, ce qui est fait est fait, et on n'a pas les stocks, les invendus, les machins. Justement, c'est moi qui gérais la partie stock, tu vois. Et je me disais, en fait, si tu veux, tu as cette étape, et c'est trop marrant parce que maintenant, quand on parle à des clients ou à des gens qui veulent un peu de conseils, on se rend compte du truc, c'est que même des gens qui sont dans la restauration depuis 30 ans et tout, ils ne sont pas au courant de tous les outils qui sont à leur disposition pour automatiser le tout. Et dans la logistique, c'est exactement pareil. Tu as tellement de trucs. Et moi, j'arrive au début vraiment à l'ancienne, papier, stylo, tout ça. Parce qu'il fallait les payer. On n'avait pas l'argent pour ça au début. On n'avait pas forcément l'argent pour ça, mais même, tu vois, on n'était pas forcément aware. Je pense qu'on n'était vraiment pas aware de tout ce qu'on pouvait faire. Parce que Google Sheets, Zapier, déjà, tu peux te faire grave. Et puis même, tu fais un calcul con. Hein. Tu vas dépenser ne serait-ce que 100 à 200 balles mois, comparé au temps que tu gagnes. C'est clair. Il faut le faire. C'est un no-brainer. Tu sais, il y a aussi un truc qui était dans les temps durs, c'est que quand tu n'as pas encore créé ta boîte légalement, nous, on était en auto-entrepreneur. D'accord. Donc, pour que tu puisses envoyer tes courriers, tes colis par la poste au début, parce qu'au début, tu es en train de tester, tu dois faire, en fait, tu dois prendre tous tes colis, prendre un caddie, prendre des chariots pour aller à la poste qui est à 500 mètres,
Après, tu dois faire la queue à la poste avec toutes les darons qui sont là, machin. Ah ouais. Et il fait 30 degrés, donc tu dois attendre le machin. Et après, quand tu arrives avec tes colis, je sais pas si tu te souviens, et la meuf, elle nous regardait, elle était déjà en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont saoulé. Elle avait déjà marre, parce qu'en fait, nous, peut-être pour nous, c'était normal, mais en fait, on n'était pas professionnels. Ouais. Bah, en fait, on n'était pas des pros. Donc, elle en avait marre parce qu'elle nous scannait nos 15, 20. À un moment, on était monté à 30 paquets, 30 cartons. Elle était là. Les gars, là, ouvrez une boîte. Chaque jour, on vous la paye l'ouverture de la boîte. Mais toi, du coup, comment. Justement, c'était quoi les temps durs quand ça fait 1 an que tu bosses sur ton produit? Comment est-ce que tu gères? C'est quoi les temps durs? Les temps durs, en fait, il y a eu pas mal de choses. Nous, déjà, c'est ce côté où, comme tu fais du software, tu as toujours le temps de développement. Et donc, Vianney et François qui codaient comme des oufs, et toi, tu es à côté, tu dois essayer de vendre un produit qui, au final, est en bêta, où tu vends vachement la vision. Donc ça, c'était dur, tu vois, de te dire, OK, je sais où le produit, je veux l'amener, mais là, pour l'instant, j'ai un truc, franchement, qui est nul, et je dois quand même faire avec, tu vois. Et du coup, mais comment tu fais ça? Parce que c'est ouf. Bah ça, c'est là où en fait, c'est vraiment, je pense, dans ces moments-là où j'ai appris le plus sur la vente et sur le fait à quel point les relations, c'est important, tu vois. Et en fait, plus tu passes du temps avec des gens, plus tu comprends. En fait, tu sais ce qu'on fait en vente, tu as la découverte des besoins, poser plein de questions pour savoir quel est le pain point des gens, donc où est-ce qu'ils ont le plus mal, et passer du temps à essayer de trouver comment tu vas pouvoir leur apporter une solution. Si tu arrives à leur faire, à les convaincre que ta solution est la solution de tous leurs problèmes, bah, eux, ils sont OK, tu vois, pour la vision. Pour attendre. Ouais, c'est ça. Et le truc vraiment dur, par contre, nous, à l'époque, c'est que, en gros, on était en remote tous. Donc, tu vois, François, il est à Lille. Vianney, il est à Saclay. Moi, j'étais à Paris. Ah, de la maison dans 25 mètres carrés, c'est chaud. Et du coup, on se voyait quasiment jamais, tu vois. Et en fait, la communication, c'était super difficile. Parce que Vianney et François, ils avaient leur truc, tu vois, et c'était en mode dev à fond, alors que moi, tu vois, je venais d'une association avec un autre gars avant qui était en business. Donc, tu vois, typiquement, on s'appelait à 23h, on échangeait. C'est ce que je kiffe dans l'entrepreneuriat, tu sais, c'est de pouvoir échanger. Sauf que là, tu vois, Vianney, lui, il avait ses 2 enfants. Bah ouais, c'est pas la même François, rythme, pareil, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu un moment, il a pété un câble, Vianney, il m'a dit maintenant, genre, t'arrêtes de m'appeler, personne n'appelle au téléphone comme ça. Sur Messenger, c'est la famille. WhatsApp, c'est les meufs. Toi, tu m'envoies pas non plus. Et il me fait genre, et maintenant, c'est que sur Slack, tu vois. Et en fait, il y avait plein de trucs comme ça où, pareil, tu vois, où. C'est hyper bien, ça, pour le coup. C'est opérationnel. Ça, c'est bien, mais il y a des fois, moi, j'avoue que ça crée des grosses frustrations. Et il y a eu des moments où, en fait, ces frustrations, petit à petit, tu sais, au début, tu dis rien, mais en fait, tu gardes tes frustrations. Et il y a un moment, c'est vrai, où, avec Vianney, tu sais, on s'est vachement embrouillé. Je crois que c'était à 8 mois après avoir créé l'Emlist. Et en fait, Vianney et François, ils ont arrêté de me parler. Et du coup, moi, là, j'étais là en mode, putain, mais l'Emlist, c'est fini, tu vois. J'étais dans ce mode-là, genre, ça y est, tu vois, la boîte, on l'a pliée, c'est fini, il répondait pas. J'ai mis 1 semaine avant d'avoir une réponse. Et là, on s'est posé et on s'est tout dit, tu vois. Genre, on a tout lâché et tout. Et ça, franchement. D'où c'est là, il y avait Slack ou bien c'était après le Slack? Non, Slack, c'était avant, ça venait d'avant et tout. Mais en fait, là, c'était des trucs eux, ils avaient l'impression d'être micromanagés parce que je leur écrivais trop de messages, tout ça. Moi, j'avais l'impression qu'ils ne m'informaient pas assez des développements, des trucs comme ça. Et donc, en fait, tu vois, on a tout mis à plat. Et c'est là où on a mis en place, en fait, la communication non violente. Donc, parler un peu de ses sentiments. Tu vois, lui qui dit, bah, moi, quand tu m'écris ci, ça, j'ai l'impression d'être micromanagé. Et moi, je leur dis, ouais, moi, quand j'ai pas de réponse sur ces sujets-là, j'ai l'impression que vous vous en foutez du produit et que vous me laissez gérer tous les clients qui mettent la pression et qui veulent avoir des updates, tout ça. Et quand tu vois ce qu'on commençait à créer à l'époque, parce qu'on avait déjà des centaines d'utilisateurs et tout, je me disais, putain, c'est trop dommage de devoir mettre ça à la poubelle pour ça, quoi, tu vois. Et en fait, à nous trois, on s'est posé et c'est pour ça la communication, c'est vraiment clé. Ouais. Bah, j'en profite pour faire une petite parenthèse. On a un autre épisode qui arrive après où justement on parle de comment choper ses 10 premiers clients. Donc ce sera intéressant de parler de comment tu as fait. Et 100 clients, pour vous aussi, ouais, c'est ça. 100 clients, ça peut ne pas paraître être beaucoup. En réalité, c'est beaucoup quand tu commences parce que tu peux apprendre énormément de choses sur 100 clients. Donc ce sera cool d'en parler. Et pour tes associés, ils étaient très dev. Ouais, bah ouais, c'est ça, 100% du coup, dev. Il y a ça aussi à prendre en compte. Nous, un truc qu'on a appris, qui était, du coup, si on peut aller dans la deuxième phase. Ouais, le scale plutôt. Ouais, le scale, surtout quand tu commences à avoir une équipe, c'est le fait d'embaucher des gens, mais pas forcément, toi, avoir les ressources nécessaires pour les manager. Et surtout, ne pas forcément prendre en compte, ne pas être assez empathique. C'est-à-dire que nous, à un moment, on a eu une personne qui était compétente dans son domaine. C'était un data scientist.
mais il n'était pas forcément le meilleur pour manager d'autres gens. D'accord, ok. Et du coup, c'est comme si tu prends un dev que tu veux le mettre en CTO. Ouais, Tu vois, un dev, c'est pas forcément un CTO, tu vois, parce qu'il faut clair. qu'il ait des skills en plus. Et nous, on s'est dit, bah, il fera le job. De toute façon, on ne peut pas payer quelqu'un en plus. On le paye déjà bien, mais on ne peut pas payer quelqu'un en plus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement plus au niveau humain qu'il faut interpréter, prendre en compte, voir et surtout temporiser par rapport à des ressentis et tout, que ça, c'est des choses qui étaient un petit peu dures à un moment parce qu'avec Bakang et Sylvain, on était à deux endroits différents. À un moment, j'étais à Station F avec Sylvain. Moi, je manageais la team marketing et Bakang et Sylvain manageaient le dev de la tech. Pour le sur-mesure. Et Bakang, il était au labo avec la prod. Donc, il était dans le... Lui, il se mettait bien, il mangeait tout le temps. Non. C'était le pire endroit où il fallait être, en fait. Parce que, tu m'étonnes. Parce qu'en gros, logistique, tu dois gérer les égos de l'équipe, de la logistique, les égos des équipes entre eux, tu vois, machin. Et surtout que les gens en prod arrivaient à 7 heures. Hein. Plus grosse galère en logistique, là, que tu as eu La plus grosse galère... Il y en a eu plein, mais il y en a une qui était toute une cam qui a été perdue. On devait faire une livraison pour Casino. Et on a perdu beaucoup d'argent sur ce truc-là, tu vois. Qui s'est retrouvé je sais plus où. C'est un camion problème de rempli. livraison, en fait, c'est ça, un camion, c'est... Non, c'était un problème chez nous. En fait, c'était la livraison chez Casino, c'était un camion, du coup, de nos produits qui devait être envoyé à Casino, qui a été envoyé... mais normalement, sur le bord de route, tu dois bien écrire, parce que c'est des centrales, tu dois écrire, etc., bien mettre le bon identifiant et tout, et ça n'avait pas été fait. Et du coup, ça a été envoyé, mais ça a été envoyé directement dans un mauvais stock. Donc il y a eu ça, il y en a eu quelques-unes, tu vois, mais moi, personnellement, ce que j'ai appris de tout ça, surtout, c'est j'ai appris sur moi, en fait. C'est-à-dire que je le vois moins comme, genre, la logistique, c'est le pire lieu, et plus comme le mini-scale qu'on a fait, donc c'est juste tout simplement de passer de Dicom, Sylvain et moi à ne serait-ce que 14 personnes. Hein. Ça a été en fait d'en apprendre sur moi, c'est que j'ai appris que j'étais pas un bon manager. Et ça, c'est la première chose, tu vois. C'est la première fois que tu manageais quelqu'un, non? C'est la première fois. C'était la première fois. C'est la première fois. Et c'est quoi, quand tu apprends ça, quand tu es face à ça, tu te dis quoi? Tu t'es dit, j'ai envie d'apprendre. Ah, c'est ça, c'est ça. J'ai pas envie d'apprendre et j'ai envie juste d'être bon dans... Alors, moi, on a pris quelqu'un. Pour... moi, en fait, j'avais envie d'apprendre, vraiment, tu vois. Je pense que, en fait, en me rendant compte de ça, j'ai pu aussi observer, du coup, tout ce qui se passait autour de moi et de me dire, en fait, ça ne peut pas être que la faute des employés. Bah ouais, c'est clair. Souvent, t'as une lacune quelque part. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être un bon manager parce que finalement, tu vois, et dans les boulots que tu as dû faire auparavant, tu te rends compte quand tu as un bon manager qui drive ton équipe, tout le monde est à fond, tu vois. Et donc, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, clairement, tu vois. C'était du jus de raisin, le Et vraiment pour me dire, ok, non, il faut repartir à la base. Et la base, c'est écouter. Et la base, c'est créer différentes relations. C'est savoir aussi prendre des distances quand c'est nécessaire. Et c'est vraiment être à l'écoute, savoir être aussi un peu plus dur quand il faut être dur, et communiquer. Et communiquer, c'est communiquer la vision et les steps. Tu vois, et même aujourd'hui, ça reste quelque chose, tu vois, c'est un taf qu'il faut faire, c'est challenging, etc. Et ça a un impact sur plein de choses parce que j'avais deux départements en même temps. J'avais la R&D et j'avais la logistique pure, tu vois. Ce qui t'a aidé aussi, c'était, on a eu une comment dire, coach qui s'appelle Nadine, qui a vachement aidé Bakang surtout parce que lui il était vraiment dans le jus. Était dans le jus. Il était sur deux fronts en même temps. Et quand t'as plein d'égos qui viennent vers toi dès le matin pour te dire et ça, tu peux péter un câble. Donc du coup lui il a eu cette coach là qui est quand même. Je dirais même pas des égos, hein. Je dirais que c'est juste des employés qui ont besoin d'être guidés, tout simplement. Tu vois, c'est OK, quels sont les messages? Et elle m'a justement aidé à prendre du recul. D'ailleurs, je la remercie jusqu'à aujourd'hui parce que ça m'a vraiment aidé cool, ça. à prendre du recul, à comprendre. Et je le dis vraiment, il ne faut pas hésiter très tôt à prendre une consultante ou un consultant. Si tu peux te le permettre. Quand tu peux te le permettre, bien sûr, qui viennent t'accompagner sur ces sujets-là. Et il y a d'autres sujets comme ça qui peuvent être épineux, le recrutement, les process, etc. Quand tu as les moyens, prends-le, mais
ça solidifie ta boîte. Moi, le truc que j'ai pas mal noté là, c'était, et je pense que c'est important de le soulever, tu sais, c'est qu'on a tous tendance à penser qu'on doit devenir des managers. Tu vois, c'est genre, tu as l'impression que tu rentres, bah, d'abord, tu es plus dans l'exécution et qu'après, tu dois devenir manager. Alors qu'en fait, il y a des gens, au final, ils seront jamais managers et c'est pas grave, tu vois, parce qu'ils s'épanouissent pas dans essayer de faire en sorte que les équipes grandissent, de faire en sorte que les gens se développent. Et je pense que ça, c'est super important, tu vois, parce que tu as des gens, au final, qui sont pas bons là-dedans. Mais après, ça me fait rire quand tu me disais ça, genre, je me suis rendu compte que j'étais pas un bon manager. Moi, c'était un peu pareil. En fait, au départ, tu vois, moi, j'ai grandi où je faisais beaucoup de basket à la Goutte d'Or. Et donc, mes coachs, tu vois, c'était en mode, on se faisait insulter tout le temps. Et limite, moi, tu vois, c'est devenu genre un reward, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai toujours, enfin, j'étais habitué à, tu vois, il n'y a pas de bullshit, c'est très dur, c'était comme ça. Et avec, au début, notre premier employé, Vuk, qui était basé en Serbie, tu vois, les Serbes, ils sont vachement alignés avec ça, tu vois. Il y a un management dur, ça marche bien et tout le monde est OK. Quand on te dit que tu as fait du bon taf, tu sais que c'est pas à l'américaine, genre t'as fait du bon taf, mais en fait c'est de la merde. Ça, tu vois. Là, tu vois, c'était vraiment carré et tout. Et en fait, là, je me suis rendu compte quand on a commencé à créer la team, tu vois, ici à Paris, qu'en fait, le management, en fait, il faut savoir s'adapter, tu vois. Parce qu'il y a des moments, il y a des gens, tu vois, qui aiment bien le management dur et pour qui c'est OK, et d'autres, tu vois, qui ont besoin de plus de souplesse, de passer un petit peu plus de temps, de mettre en place justement de la communication non violente, tout ça. Enfin, et ça, c'est super important de bien savoir s'adapter, je pense. Et le truc aussi dont tu parlais avec les égos, un point qui est assez faux aussi. Moi, je dis toujours, tu vois, il ne faut pas d'ego en business. Par contre, il y a un truc qui est dur, c'est-à-dire qu'avec Vianney et François, quand on fait nos founders meetings, où on n'est que tous les trois pour parler un peu des grosses décisions de la boîte, généralement, tu vois, c'est en mode pas d'ego, quoi. Donc, on se dit les choses, genre là, j'ai merdé, là, j'aurais pas dû faire ça, franchement, je suis désolé, etc. et tout. Mais en fait, je me rends compte que quand l'équipe grossit, genre là, tu vois, on est quasiment 40 maintenant. Et quand on fait les team meetings et tout, et tu vois, genre nous, il y a beaucoup de gens en remote, donc tu vois, c'est sur Zoom et tout, mais tu vois quand même 40 petites têtes qui te regardent dans un écran. En fait, dire que tu vois, t'as merdé, que t'as fait des trucs comme ça, à ce moment-là. C'est un travail, hein. Tu vois, tout à l'heure, je m'en suis rendu compte, tu vois, je parlais d'un truc et tout, et je me dis, putain, en vrai, ça me fait chier de dire ça. Et après, je fais, mais c'est bon, arrête là, c'est quoi cet égo de merde, tu vois. Genre, tu dois te pousser, mais en fait, c'est tout le temps, tu vois, faut te le rappeler, mais en permanence, quoi. En fait, moi, je le fais assez souvent, ça, tu vois. Et en fait, ça, ce n'est pas se rabaisser. C'est ça qui est important. Non, c'est que te dire j'ai merdé ou je ne sais pas faire ça, c'est au contraire. En fait, je pense que tes employés ont du respect pour toi quand tu sais pas faire ça. Par contre, tu apprends vite à le faire et surtout tu leur montres. Non, c'est clair. Bon, les gars, on espère que on espère que tout le monde a apprécié cet épisode sur les hard times, du coup les moments difficiles de la création. Et aussi pour scaler, donc à la croissance quand on a des employés, etc. On espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments de réponse. Yes. Et voilà. Laissez-nous en commentaire toutes vos questions aussi. Partagez vos moments difficiles si vous en avez eu. On est tous dans la merde de temps en temps. Grave. Et puis on se dit à très vite on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Wish Me Luck. On parle d'argent la semaine prochaine. Non, de comment choper ses clients. Ouh là là. Les 10 premiers clients. Yes. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao.